Il va tout de même y avoir une petite erreur de Garcia Moreno, puisqu'en 1862, sur la scène internationale, va se dérouler malheureusement une guerre civile en Nouvelle-Grenade, le pays d'à côté. Le président Ospina, qui est conservateur, va faire appel à Arboleda. Julio Arboleda va être à la tête d'une armée qui va essayer de se battre contre les insurgés de, de Mosquera. Mosquera qui est un révolutionnaire. Et Arboleda a quelques similarités avec Garcia Moreno, donc ça aurait pu être un allié avec lui. Malheureusement, ça va mal se passer parce que euh, de manière maladroite, les troupes d'Arboleda vont rentrer en Équateur, vont tuer quelqu'un en le prenant pour quelqu'un d'autre. Et Garcia Moreno va être pris dans son amour-propre, va vouloir défendre son pays et va rentrer dans un incident diplomatique avec Arboleda et ils vont finir par avoir une petite bataille entre eux qui va mal se passer puisque c'est la bataille de Tulcan qui va être perdue par Garcia Moreno alors même que tout portait à croire qu'Arboleda et Garcia Moreno auraient pu être de bons alliés. Donc ça aurait peut-être pu changer le cours des choses. En tout cas, c'est une erreur. Il a été trop intrépide, il a été trop téméraire et il l'a payé. Nous sommes désormais en 1863 et après 2 ans de pouvoir, Garcia Moreno, qui a fait énormément d'efforts pour détruire la révolution, va être détesté, va être honni de ses opposants. Il y a bien sûr Urbina qu'on avait oublié, qui était parti en exil, qui avait été déporté, et qui lui va faire des pieds et des mains pour détruire Garcia Moreno depuis l'étranger. Évidemment, il va s'appuyer sur Pedro Carbo, on en a déjà parlé. Il va par exemple refuser de construire le tronçon de la route, en tout cas de commencer à construire la route qu'avait promise Garcia Moreno. Il va prétexter de ne pas avoir d'argent, mais ça ne va pas l'empêcher d'utiliser de l'argent pour financer beaucoup d'autres choses, et notamment un journal d'opposition qui sera tenu par le docteur Pablo Moncayo, qui sera lui aussi un ennemi de Garcia Moreno, qui va le traîner dans la boue, alors même qu'il détestait Urbina, qu'il avait participé à des campagnes contre Urbina. Mais il semble que dans la détestation de Garcia Moreno, les gens se retrouvent, les gens de mauvaise volonté se retrouvent toujours. Alors, ce n'est pas assez pour renverser Garcia Moreno, donc Urbina va s'appuyer, encore une fois, sur le Pérou et sur la Nouvelle-Grenade, les deux voisins de l'Équateur. Au Pérou, il va parler avec le général Castilla. Ils vont échafauder un plan comme quoi Garcia Moreno serait passible de procès de haute trahison. Ça va échouer. Alors il va tout simplement essayer d'envahir l'Équateur parce qu'il y a encore des problèmes territoriaux, puisque Garcia Moreno considère que les traités qui ont été appliqués, il ne les aurait pas appliqués. Alors il va envoyer un bateau sous un pavillon chilien, il va essayer de tromper son monde, mais ça va être découvert et donc ça va échouer encore une fois. Heureusement, très vite, très rapidement, après cet épisode, eh bien, Castilla perd la présidence et c'est le général San Ramon qui prendra la présidence du Pérou et qui lui aura plutôt de la bienveillance envers l'Équateur, ou en tout cas sera assez neutre. De l'autre côté, en Nouvelle-Grenade, malheureusement, eh bien, il y a Mosquera, on en a parlé, il a gagné la guerre civile, il est devenu président, et c'est quelqu'un qui sera très très dangereux, parce que c'est un radical, c'est un révolutionnaire radical qui rêve d'être comme Bolivar, de reconstituer la Grande Colombie, dont ferait partie l'Équateur, et Urbina va se servir de lui. Alors je vais vous lire un extrait d'une lettre qu'Urbina a envoyée à Mosquera. Le pouvoir de Garcia Moreno se consolide de jour en jour. La situation de l'Équateur devient d'heure en heure plus navrante et plus désespérante. Général, c'est en vous désormais que l'Équateur et l'Amérique mettent leur espoir. Vous avez terminé la guerre civile qui désolait votre pays et fait triompher la bonne cause. Vous disposez de forces considérables. Vous pouvez compter sur la coopération efficace et décidée du grand parti libéral, dont je suis près de vous le fidèle organe. Vous n'avez qu'à le vouloir pour opérer la rédemption de l'Équateur et conjurer la ruine
dont l'Amérique est menacée. Je n'insiste pas sur la question du fédéralisme. Mon unique ambition, c'est de chasser de la scène les deux hommes qui tiennent en alarme l'Amérique du Sud. Ce but rempli, ma mission sera finie. La majorité de mes concitoyens dictera ses volontés. Soyez persuadés qu'elle répudiera le système jésuitique et colonial, je répète, le système jésuitique et colonial, inauguré par Garcia Moreno et Flores. Vous vous doutez bien que ces lettres sont assez ridicules, sont assez grotesques. Elles proviennent d'un esprit assez machiavélique, d'un esprit assez pervers, qui lui rêve simplement de retrouver le pouvoir. Et il sait très bien que s'il retrouve le pouvoir, il passera en guerre avec Mosquera, puisque jamais il ne voudra abandonner l'Équateur. L'Équateur ne fera jamais partie de la grande Colombie de Mosquera. Mosquera, lui, comprend très bien qu'Urbina est un opportuniste, mais il en a besoin pour faire tomber Garcia Moreno. C'est donc une coalition de gens qui ne s'aiment pas, qui se détestent, qui veulent s'entretuer, qui veulent se manger entre eux, mais qui, en face de Garcia Moreno, vont se liguer. Mosquera, lui, tout de même assez intelligent, va envoyer des lettres à Garcia Moreno. Alors, un petit extrait. Ayant organisé nouvellement ce pays sous le nom d'États-Unis de Colombie, donc la Nouvelle-Grenade n'existe plus, ce sont les États-Unis de Colombie, je vous envoie un représentant afin de resserrer les liens qui unissent nos deux peuples et de négocier la reconstitution de l'antique République colombienne sous le régime d'un gouvernement fédéral. Il va aussi lui faire miroiter des changements de capitale, des changements de gouvernement qui seraient plus proches du Sud, pour que des peuples qui soient divisés de nationalité n'en feraient qu'un par le cœur, etc. Alors Garcia Moreno comprend très vite et il veut couper court aux ambitions de Mosquera. Il va donc lui répondre ceci. Je suis très sensible à cette nouvelle manifestation de cordiale amitié, non moins que de vive sollicitude pour le bonheur des deux pays, et très heureux d'accepter l'entrevue proposée, afin d'offrir au président et à son gouvernement l'hommage de son profond respect. Mais nous manquerions de loyauté si nous vous déclarions dès maintenant que dans ces conférences, nous n'accepterons aucun projet qui tendrait à fondre les deux nationalités en une seule sous la forme du gouvernement que vous avez adopté. L'Équateur a confié ses destins et son avenir à des institutions différentes des vôtres. Institutions trop chères au peuple et à ses représentants, pour qu'ils les sacrifient jamais. La Constitution qui nous régit, nos convictions personnelles et l'opinion générale du pays, nous commande impérieusement de rester ce que nous sommes. La lettre ne peut pas être plus claire, vous voyez donc que Garcia Moreno ne va pas seulement vouloir un progrès matériel pour son peuple, il veut aussi opérer un changement au sein du clergé, mais il veut surtout et encore conserver sa nation dans les limites territoriales qu'elles ont et protéger sa nation, et ne veut pas faire partie d'un ensemble maçonnique qui serait géré par Mosquera. A lieu ensuite le congrès de 1863. À l'époque, selon la Constitution, le congrès se retrouvait tous les 2 ans. Et Garcia Moreno fait face à un flot d'injures. On le dit inféodé au Saint-Siège. On dit qu'il avait voulu vendre son pays à la France, faire un protectorat de son pays par le passé. Et il veut s'appuyer sur quelqu'un qui s'appelle Antonio Borrero. C'est un catholique comme lui, mais un ami qui s'est battu avec lui pour toutes les révolutions, notamment en 1859. Mais cet ami va être, donc c'était son candidat à la vice-présidence. Il comptait sur lui pour le défendre pendant les débats du Congrès. Mais il constate que Borrero l'a trahi. Donc Borrero va contester le concordat, il va faire des pieds et des mains pour que Garcia Moreno soit obligé de faire des amendements au concordat, une chose qui va approuver d'abord, et puis ensuite il va temporiser, 6 mois après il va mettre son veto. Il va être aussi critiqué sur ses finances, de manière assez injuste, et il va devoir laisser passer quelques amendements qui ne lui sont pas trop favorables, mais véritablement il n'a pas craqué sous la pression, puisque, comme je vous l'ai dit, il a mis son veto. Alors je vais vous lire.
ce qu'il a dit par rapport au fait qu'il ne veuille pas changer le concordat. Vous m'avez, dit-il, intimé l'ordre de m'adresser immédiatement au Saint-Siège pour introduire dans le concordat les modifications que vous aviez jugées nécessaires. Il m'a été impossible d'exécuter vos volontés parce que me présenter au pape avec des réformes imposées et le rétablissement scandaleux des appels comme d'abus c'eût été entreprendre une négociation impossible. S'il s'agissait d'un contrat avec le plus insignifiant des gouvernements, vous ne permettriez pas que l'Équateur se déshonorât. En violant à son égard des stipulations acceptées, bien moins encore en lui imposant des obligations qui, par nature même du contrat, ne peuvent résulter que d'un engagement libre et réciproque. Et nous manquerions de parole au grand détriment de l'honneur national envers la première autorité de ce monde. Peuple catholique, nous oublierons les liens sacrés qui nous unissent au centre de l'unité religieuse, jusqu'à refuser au Saint-Père le respect et la considération qu'on accorde au chef de la plus infime des républiques. Si nous cherchons de bonne foi des modifications au concordat conclues, ratifiées et promulguées en vertu de l'autorisation législative de 1861, n'intimons pas nos prétendues réformes, ne laissons pas subsister ces recours odieux aux tribunaux civils. Imposer ces réformes, ce serait faire passer le souverain pontife sous les fourches caudines et préparer le schisme. Au lieu de nous jeter dans ces extrémités terribles, vous et moi, et tout le peuple, nous conserverons intacte la foi de nos pères, même au péril de notre vie. Toujours en 1863, cette fois-ci, c'est Mosquera qui va faire parler de lui, le dirigeant de la Nouvelle-Grenade totalement abandonné aux idées maçonniques, qui est une personnalité un petit peu spéciale, un petit peu complexe, puisqu'il a donné sa fille au frère de l'archevêque de Bogota, et que son frère était l'ancien archevêque de Bogota. Ce qui pourrait peut-être expliquer une haine implacable de la religion, qui reste tout de même assez spéciale. Alors il va déclarer, vis-à-vis de l'Équateur, il va déclarer ceci, en voulant évidemment légitimer une guerre, puisque les canaux diplomatiques ne fonctionnaient pas très bien. Marchons ensemble à la frontière pour y implanter la liberté. Nous échangerons une cordiale poignée de main avec nos frères, les Colombiens de l'Équateur. En ce moment, ils ont besoin, je ne dis pas de nos armes, mais de nos bons offices, pour substituer le principe républicain à l'oppression théocratique. Je répète, pour substituer le principe républicain à l'oppression théocratique, sous laquelle gémit la noble terre d'Atahualpa, qui, la première en 1809, salua l'aurore de la liberté. La vaillante garde colombienne, victorieuse en 1000 combats, formera votre escorte. Illustre défenseur du droit, apôtre des doctrines radicales, les républiques de race latine comptent sur vous pour défendre l'indépendance américaine. La Colombie formera bientôt une vaste confédération de 24 millions d'hommes. Mosquera donc exhorte son peuple à marcher sur l'Équateur, mais pratiquement tout le Congrès est d'accord pour que l'Équateur reste l'Équateur. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre derrière García Moreno pour résister aux menaces de Mosquera. Alors Mosquera, c'est quand même quelqu'un qui exilait ses évêques, qui faisait exiler ses évêques, qui empoisonnait les prêtres réfractaires, qui chassait les religieux, qui spoliait les couvents et les temples, et qui était véritablement en haine, qui avait une haine implacable pour García Moreno. Alors on essaiera une dernière tentative de négociation avec Antonio Flores, le fils du général Flores, qui ira pour négocier avec Mosquera, mais Mosquera, tout content de faire des discours complètement vaseux, va prêcher l'union, mais comme Mahomet, avec un glaive à la main. Donc la guerre était inévitable à ce moment-là, et le général Flores va franchir la frontière, va attaquer le premier. Malheureusement, ils ne pourront pas mettre toute leur armée, parce qu'à Guayaquil, il y avait toujours Pedro Carbo, et on redoutait une attaque depuis le Pérou, ou alors de la Nouvelle-Grenade pour arriver à Guayaquil. La Nouvelle-Grenade finira par gagner une bataille assez sanglante, où quand même les Équatoriens ont largement montré de quoi ils étaient capables, ce qui a un petit peu freiné les ardeurs de Mosquera. Et Mosquera va prendre une province, la province du Pasto,
et ensuite il va se stationner à Ibarra. Mais il va demander une alliance parce que il a compris que ce serait pas si facile que ça que de gagner cette guerre. Garcia Moreno, lui, va encore être le fédérateur de son pays puisqu'il va faire une annonce pour que tous les gens du pays, parce que tous les soldats du pays, tous les gens capables de se battre, viennent se battre à la frontière, ou en tout cas viennent défendre leur pays. Et alors il leur dit ceci: aux armes donc, fils de l'Équateur, volez à la frontière pour combler les vides de l'armée. Implorons tous ensemble la clémence du Très-Haut, et fort de son appui, nous obtiendrons la victoire ou la paix. D'un bout de l'Équateur à l'autre, on lui répondit en courant aux armes. Non, s'écrièrent les jeunes gens de Quito. Nous ne souffrirons pas qu'une poignée de sauvages vienne souiller notre sol et notre temple. Nous n'attendrons pas les bras croisés que le barbare Mosquera, les mains teintes du sang de nos frères, viennent briser nos saintes images, fermer nos églises, exiler nos prêtres. Nous montrerons que nous savons combattre pour la religion du Christ et pour notre nationalité, double et précieux héritage que nous laisserons, coûte que coûte, à ceux qui viendront après nous. Marchons à la défense du pays, de la foi, de l'honneur de nos femmes, de notre nationalité. Nous succomberons tous au milieu de nos cités en cendres et de nos propriétés en ruines, plutôt que d'ouvrir nos portes à ces criminels et féroces ennemis de notre Dieu. Un petit peu après, Mosquera sera condamné à l'exil par son propre peuple, il sera chassé par son propre peuple, mais il laissera l'Équateur tranquille jusqu'à la fin de ce séjour. À ce moment-là, Garcia Moreno est complètement acculé. Il a les francs-maçons et les révolutionnaires contre lui. Il a Urbina qui fait partie de ces conspirateurs contre lui. Et les libéraux qui veulent détruire le Concordat. Alors, à la suite du traité de Pinsaki, où la guerre fut terminée avec la Colombie, eh bien Borrero va finir par démissionner et va être remplacé par Carvajal, son ami de toujours. Les choses vont un petit peu mieux, mais très vite, une décision de la Cour suprême qui va annuler la condamnation des conjurés militaires va provoquer chez Garcia Moreno un grand découragement, puisque tout s'acharne contre lui, tout est fait pour qu'il ne puisse pas gouverner. Et il va surprendre son monde encore une fois et il va présenter sa démission. Avec adossé à un discours qui va mettre à mal toute la rhétorique qu'avaient ses ennemis contre lui, c'est-à-dire de le faire passer pour un odieux dictateur, pour quelqu'un qui voulait rétablir l'Inquisition, etc. etc. Et d'un autre côté, la plupart des membres du Congrès pusillanimes et peureux ont refusé sa candidature parce qu'ils avaient peur que le résultat soit pire. Alors la franc-maçonnerie est complètement déchaînée, elle est déçue. Sa démission n'est pas acceptée. Il était trop important pour le pays. Et la franc-maçonnerie va essayer d'utiliser le poignard, quelque chose qu'elle a toujours employé avant de faire peut-être preuve d'un peu plus de discrétion. Alors ils vont monter des opérations. Le Pérou, depuis leur QG, ils feraient venir des bateaux vers Guayaquil. Et depuis la Nouvelle-Grenade, ils feraient venir des soldats qui passeraient la frontière. Alors les journaux vont traîner Garcia Moreno encore plus dans la boue. Alors on a la presse étrangère qui par exemple disait le tyran qui faisait de l'Équateur un bagne, ou plutôt un vaste couvent de fanatiques, la liberté de la presse, la première des libertés, était morte sous les coups de l'autocrate. On a aussi le journal péruvien El Mercurio de Lima, qui disait « Pour se débarrasser d'un monstre comme Garcia Moreno,
le fer, le feu, le poison étaient également légitimes. Voilà le genre de critique qu'il recevait. Alors, on va avoir un complot. Le général Maldonado, qui était un très bon général, qui s'était battu aux côtés de Garcia Moreno, mais était devenu très aigri parce qu'il pensait qu'il était un personnage très important, il pensait qu'il méritait plus d'honneur, et donc il vouait une haine à Garcia Moreno. Alors il va se révolter, et il va être arrêté, ça va être déjoué, il va être gracié. C'est-à-dire que Garcia Moreno va lui dire, voilà, si tu refais une chose comme ça, je te fusillerai. Il va y avoir un deuxième complot plus tard, et c'est au dernier moment, c'est quelques heures avant ce complot qui tendait à l'assassiner. Quelqu'un va être pris de remords, va tout révéler à Garcia Moreno, et beaucoup de gens vont être arrêtés. Maldonado arrive quand même à s'échapper, on va essayer de le retrouver. Beaucoup de moyens vont être employés pour essayer de le retrouver. Mais on ne le retrouvera pas très très vite. Et malheureusement ensuite, plusieurs provinces sont attaquées. Il y a des pillages de partout, il y a des bandes armées, il y a même des jésuites qui sont torturés. Et on arrive quand même à retrouver Maldonado à un moment assez important où Garcia Moreno avait besoin de résultats. Alors légalement, il avait deux options, soit l'exiler, qui était une pratique très courante, soit le soumettre à un juge. Mais comme il y avait déjà eu une trahison de la Cour suprême, il a décidé de frapper un grand coup. Alors il va s'exprimer, il va dire à ses conseillers vis-à-vis de la Constitution, personne ne croira jamais que pour sauver la Constitution, ce morceau de papier qu'on déchire ici tous les 4 ans, je sois obligé de livrer la République à ses bourreaux. Et il va aussi citer Donoso Cortés. Quand la légalité suffit, vive la légalité. Quand la légalité ne suffit plus pour sauver un peuple, vive la dictature. Garcia Moreno va ensuite marquer les esprits puisqu'il va s'exprimer au sujet de cette crise. Dans cette épouvantable crise, le gouvernement doit opter entre deux partis extrêmes. Laisser l'ordre public, vos intérêts les plus chers, vos lois, votre constitution, sombrer dans l'anarchie sous les coups de ces brigands, ou prendre sur lui la grave mais glorieuse responsabilité de comprimer leur fureur par des moyens sévères mais justes, terribles mais nécessaires. Je serais indigne de la confiance dont vous m'avez honoré si j'hésitais un instant à encourir n'importe quelle responsabilité pour sauver la patrie. Aussi, qu'on le sache bien, ceux que l'or aura corrompus tomberont sous le plomb vengeur. Au crime succédera le châtiment, et, je l'espère, au péril qui nous menace, la paix, objet de vos désirs. S'il faut sacrifier ma vie pour obtenir ce résultat, je l'immolerai de bon cœur à votre repos et à votre félicité. Maldonado étant donc fusillé, Urbina sera la priorité pour Garcia Moreno. Il va essayer de le trouver et il va finir par le trouver. Il va encore une fois s'échapper et cette fois-ci, les soldats qui étaient venus avec lui se font battre par l'armée régulière de l'Équateur. Alors c'est une énième guerre et à la suite de cette guerre, Gabriel Garcia Moreno va insister sur l'importance qu'il donne à l'indépendance de son pays ainsi qu'à l'union de son pays. L'indépendance étant la vie d'un peuple, par conséquent le premier de ses biens, je veux l'indépendance pour l'Équateur. C'est pourquoi je déteste et combats de toute mon énergie les grands ennemis de cette indépendance, qui sont la licence, la démagogie et l'anarchie. L'union, garantie de la paix et condition de la force, je l'ai toujours cherchée. L'Équateur veut resserrer les liens qui l'unissent aux autres nations en respectant le droit et la justice à l'égard de tous les peuples. Jamais il n'a souffert que sur son territoire, on arma en pleine paix des bandes de perturbateurs pour révolutionner ses voisins, ce que du reste ne permettra jamais un pays qui comprend encore les lois de l'honneur et de la loyauté. C'est ainsi que se terminent 4 ans de lutte d'un premier mandat, face à une adversité
incroyablement coriace. Garcia Moreno nous a prouvé qu'en cherchant Dieu et sa justice, il avait prévalu contre tous ses ennemis. Nous sommes toujours en 1865 et cette fois-ci, le choix de Garcia Moreno de son vice-président se portera vers José María Caamano, qui est un ancien ministre du gouvernement Urbina, qui a vécu à Guayaquil toute sa vie, mais qui avait démissionné très très vite pour des raisons d'intégrité. Malheureusement, c'est encore une fois un tiède qui va décevoir Garcia Moreno. Lors d'une affaire de loge maçonnique, où le gouvernement avait demandé à cette loge de livrer les noms de tous ceux qui faisaient partie de cette loge, puisque c'était interdit, Caamano va prendre la défense de la loge et va enfoncer Garcia Moreno en lui disant que ce n'est pas légitime de demander ça. Alors, son choix désormais va se tourner vers Jerónimo Carrión, qui est un homme assez simple et très pieux. De l'autre côté, l'opposition, elle, s'écharpe entre Pedro Carbo, qui est un petit peu trop radical, et Gómez de la Torre, qui est un parvenu, qui est quelqu'un qui a fait partie de plein d'administrations de présidents différents. Et Gómez de la Torre va prendre l'avantage, il va être candidat officiel, mais un petit peu avant l'élection, il va se faire piéger lors de débats et par la presse, où il va plus ou moins admettre que s'il était élu, il changerait la Constitution, il deviendrait un petit peu plus intolérant, et évidemment c'est très mal passé au sein de la population. Alors voyant que Garcia Moreno avait un boulevard pour gagner ces mêmes élections, eh bien les forces révolutionnaires vont frapper très très fort cette fois-ci, ne vont jamais s'arrêter. L'Équateur avait un seul vaisseau de guerre, le Guayas, et ce vaisseau de guerre va être pris d'assaut par 2 bateaux qui vont passer, qui vont feindre d'avoir un accident, etc. Et qui vont assassiner le commandant Matos, et vont assassiner les marins qui étaient avec lui aussi. Ils vont prendre en otage quelques marins qui ne vont pas être assassinés, et la nouvelle met beaucoup de temps à arriver à Garcia Moreno, puisqu'il faut que les nouvelles arrivent jusqu'à Quito. Et dès qu'il le sait, il va en pleine nuit parler au consul d'Angleterre et il va demander à acheter 2 vaisseaux de guerre pour pouvoir intervenir militairement. Chose qui était presque impensable au niveau du coût de tout ça, et on n'imaginait pas Garcia Moreno capable de faire ça. Les Anglais acceptent et à bord de 2 vaisseaux mènent une expédition dès le matin. Et cette expédition qui va réussir, et tous les pirates donc étaient à la solde d'Urbina, encore une fois, Urbina qui était même dans le bateau. Alors beaucoup vont réussir à s'échapper, puisqu'ils étaient des centaines, mais il y aura 27 prisonniers qui seront condamnés à mort. Et on retrouvera dans un des 2 bateaux des conjurés des lettres qui prouvent des correspondances entre Urbina et certains notables de différents pays d'Amérique du Sud. Et lors du procès, qui va être très rapide, un avocat de profession, Monsieur Viola, un Argentin, va être coupable d'avoir écrit ces lettres et d'avoir donc organisé la plupart de cette conspiration. Tout le monde voulait le gracier, notamment sa mère, et Garcia Moreno va rester inflexible. Alors il va déjà dire à Viola: vous répondrez devant Dieu du sang que vous allez verser. Et ce Viola va lui dire vous répondrez devant Dieu du sang que vous allez verser, lorsqu'il apprendra qu'il sera condamné à mort. Et Garcia Moreno lui répond: non pas moi, mais celui qui, pouvant prévenir ses crimes, ne l'a point fait. Je sais pourquoi vous me parlez de la sorte.
Moi, je suis heureux que vous le sachiez, sans que je vous l'explique. Viola, qui sera donc reconnu comme étant l'auteur de ces lettres, va être condamné et il ne sera pas gracié. Et même sa mère, donc la mère de Garcia Moreno, qui lui avait demandé de gracier cet homme, va lui répondre: Ma mère, demandez-moi tout ce que vous voudrez, mais non un acte de faiblesse qui perdrait le pays. Garcia Moreno a donc sauvé son pays de la guerre civile, il a donc épargné énormément de vies innocentes, et déjà considéré comme un héros par une partie de sa population, une grande partie, il va devenir l'homme providentiel. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il va préparer les élections, il avait déjà nommé un candidat, Jerónimo Carrión, et au Congrès, on va même demander que Garcia Moreno ne parte pas du pays pendant le prochain mandat. C'est-à-dire qu'il y avait une loi pour chaque président qui n'était pas autorisé à partir du pays, sauf obligation, pour répondre de ses actes au cas où. Et on a appliqué cette loi, on a discuté, on a débattu au Parlement, au Congrès, pardon, pour que Garcia Moreno soit soumis à cette règle, c'est dire l'importance qu'il avait. Il va accorder l'impunité à certains des gens qui étaient certains équatoriens qui étaient impliqués dans le coup d'État. On va pouvoir lire d'une personne qui a été graciée, on pourra lire une poésie qui avait été publiée dans le journal d'un des hommes qui avait été gracié après le coup d'État. En tout cas, après après l'opération sur le bateau de guerre. Salut à toi, noble chef de l'Équateur, illustre guerrier dont le bras de fer nous sauva de la ruine. Salut à toi, patriote sans tache, héroïque soldat, qui, entouré d'un groupe de braves, mis en fuite des milliers de traîtres. Salut à toi, cœur vraiment généreux, qui donc sacrifie sa vie comme toi méprise la mort. À voir le feu qui brille dans ton regard, le pirate éperdu s'enfuit. Je t'aperçois encore dans le feu du combat, nouvel Achille, l'épée au poing, enflammant tes soldats de ton ardeur guerrière. J'entends encore les cris enthousiastes des vainqueurs qui, debout sur ton navire, t'appellent le père de la patrie. Et maintenant laisse-moi te saluer comme un ange de paix, héros magnanime dont le monde un jour chantera les exploits. Je te dois la vie, je te dois l'honneur. Tu as suivi l'inspiration de ta conscience et de ton Dieu, tu as eu pitié de moi. La patrie te remercie de l'avoir sauvée. L'univers applaudit ta vaillance. Guayaquil t'offre une couronne et moi je t'offre ma vie en holocauste. Volontiers je répandrai pour toi mon sang jusqu'à la dernière goutte. Sois béni, sois 1000 fois béni, ô Garcia Moreno. Toujours en 1865, Carrión commence son investiture et malgré de très très bons discours qui pourraient s'apparenter à des discours de Garcia Moreno, en tout cas sur la même ligne, mais il se montre beaucoup trop conciliant. Il ne peut pas faire face à la pression. Il y a une pression des loges maçonniques d'autres pays autour qui s'intensifie et il n'arrive pas à s'imposer. En ce qui concerne Garcia Moreno, après quelques mois, il va y avoir une grosse pression autour de Carrión pour l'envoyer comme diplomate au Chili. Et Garcia Moreno, même si on ne voulait pas qu'il parte du pays, est obligé de partir du pays, accepte pour servir sa nation. Et petit à petit, beaucoup de rumeurs lui viennent, que ce soit via ses amis ou directement même via des gens de sa famille, comme quoi il serait assassiné. Il fallait qu'il aille au Pérou, à Lima, pour changer de bateau. Et c'est à ce moment-là que donc il y va, malgré les rumeurs, et à Lima, il va se faire tirer dessus par quelqu'un qui va être ensuite identifié comme s'appelant Dario Viteri. Alors qui est Dario Viteri ? Viteri, c'est le frère d'un des pirates, et c'est aussi une famille qui est proche d'Urbina. Alors il y a deux hommes qui sont avec Garcia Moreno. Il y en a un qui va avoir le revolver, qui va essayer de se dégager. Garcia Moreno prend 2 balles
mais il se fait blesser, mais il est quand même vivant. Il arrive à se relever. Ils vont arriver à désarmer l'assassin qui avait un complice qui était un peu plus loin. Et à la fin de cet épisode macabre, il va avoir la possibilité de tuer l'assassin, mais il ne va pas le faire. Donc il va être chrétien jusqu'au bout. Et c'était sans compter sur le manque de foi et vraiment le cynisme diabolique de Viteri qui dira pendant le tribunal, je cite, je n'ai jamais eu la pensée de commettre un meurtre, seulement en voyant Garcia Moreno descendre du train, je me suis rappelé les crimes de l'ex-président contre ma famille et ma patrie, et je ne sais quel mouvement de subite indignation m'a poussé à le provoquer en duel. Il s'approchait pour me proposer une loyale rencontre, mais au premier mot, il n'a répondu par un coup de revolver, lequel avait été suivi de plusieurs autres tirés par les autres membres de la légation. Voilà. Alors, Garcia Moreno doit tomber sous l'anathème et le mépris de l'univers. Malheureusement, c'est assez tragique, ce serait drôle si ce n'était pas aussi tragique, et évidemment le système judiciaire, ainsi que le système médiatique pour la plupart, vont être sous l'influence des loges et vont charger Garcia Moreno, vont le souiller, vont le traîner dans la boue. Et après avoir été remis de ses blessures, il va encore aller au Chili, il ne va pas se débiner, il va servir son pays jusqu'au bout, et il va faire grande impression dans un pays qui est largement moins libéral que l'Équateur, puisque le Chili n'a pas été façonné par Bolivar, il n'y a pas eu l'épisode de Bolivar au Chili, et le Chili a été créé en tout cas a été organisé par un personnage qui s'appelle Diego Portales, dont Garcia Moreno pense beaucoup de bien. Nous sommes en 1867 et à son retour du Chili, après un an, la situation a bien changé puisque Carrión et Bustamante ne font pratiquement pas appel à lui. Il reste tout de même membre du Sénat, mais il va travailler chez son frère puisqu'il n'a pas d'économie, donc il va travailler pour aider son frère à faire tourner son entreprise. Et pendant cette période, eh bien, le Congrès va suspendre le Concordat. Donc certains amendements vont être envoyés au Saint-Siège. Et sous la pression des radicaux, eh bien, un décret de loi va passer comme quoi le Concordat va être suspendu le temps de l'analyse des amendements. Et on a plusieurs ennemis, on a Montalvo qui est le journaliste du système qui va vanter le paganisme dans ses journaux, et on a bien évidemment les loges, toujours présentes, qui vont pousser pour un retour d'Urbina. Et encore une fois, on va s'acharner sur Garcia Moreno, puisque on va lui faire une procédure d'exclusion du Sénat, il va y avoir des débats enflammés. Évidemment, on va le qualifier de monstre, de dictateur, de criminel, on va inverser toutes les valeurs, et c'est paradoxalement un juriste qui n'était pas de son camp, qui va le défendre pendant les débats, et qui va prouver à tout le monde que son exclusion ne serait pas valide d'un point de vue juridique, et Garcia Moreno va encore gagner ce petit combat. Et la violence lors de ces débats était telle qu'on n'a pas retranscrit au journal officiel tout ce qui avait été dit. Parce qu'il y avait des calomnies, il y avait des injures contre Garcia Moreno. Ensuite, le Congrès va utiliser son influence pour faire passer 2 lois qui vont changer bien des choses, réformer la haute police, ce qui va donc laisser plus de latitude aux criminels, et mettre la responsabilité sur des hauts fonctionnaires pour pouvoir les intimider. C'est-à-dire qu'une fois que Carrión ou Garcia Moreno ou des gens de sa trempe ne seraient plus au pouvoir, eh bien, ce serait plus simple de contrôler la société puisqu'on pourra intimider les fonctionnaires. Après avoir passé ces lois, eh bien, Carrión et Bustamante vont être mis en cause injustement pour illégalité administrative.
Bustamante va réagir un petit peu violemment, il va dissoudre le Congrès, il va ramener des bataillons de sécurité dans le Congrès, il va être forcé de démissionner, Carrión reste seul, et puis petit à petit, il va être aussi forcé de démissionner, la pression était trop grosse, trop grande pour lui, donc Garcia Moreno et ses amis se regroupent, et ils vont nommer comme candidat pour prendre la place de Carrión un certain Javier Espinosa, qui n'était pas très connu, mais qui est un avocat très très pieux et qui était très respecté dans les cercles conservateurs. Alors pour le moment, l'édifice vacille, mais ne tombe pas. On passe en 1868 et Espinosa, qui est d'un naturel assez scrupuleux, veut se montrer conciliant. Il va parfois nommer des gens libéraux à certains postes de gouverneur ou de ministre. Il va essayer d'être conciliant et surtout, c'est quelqu'un qui est très intelligent mais qui est peu rompu aux intrigues. Donc on va mener contre lui une campagne un petit peu en sous-marin, on va pas y aller de manière frontale, et lui ne le voit pas. Donc il ne le voit pas, il y a même des infiltrations dans l'administration, il ne le voit pas, et il écoute ses conseillers, c'est une bonne personne, c'est un bon président, mais il est toujours naïf, il demande toujours des preuves, il ne comprend pas qu'on va certainement vouloir le faire sortir du pouvoir, le chasser du pouvoir. Et la situation est d'autant plus agréable pour les ennemis de Garcia Moreno que Garcia Moreno a des problèmes personnels. Sa petite fille est morte, sa fille est morte, et sa femme, quelques mois après, meurt de chagrin. Alors il va partir, il va louer une hacienda, il va l'exploiter, il va un petit peu se couper du monde. Et à ce moment-là, dans son esprit, il est hors de question pour lui de revenir dans la vie publique, en tout cas de revenir à un poste important en politique. Mais la Providence va encore l'appeler, puisqu'il va y avoir un tremblement de terre dans la ville d'Ibarra, et il va être nommé chef militaire et civil de la province d'Ibarra, parce que la plupart des gens pensaient que c'était l'homme qui pouvait aider et qui pouvait ramener l'ordre dans cette partie de l'Équateur. Évidemment, il faut se rendre compte de ce que c'était à l'époque. On avait des gens, quelques histoires où il y a par exemple 5 ou 6 frères dont 4 sont morts, 6 frères dont 4 sont morts dans un tremblement de terre. Bien, un des deux survivants va prendre une hache et va tuer l'autre survivant pour s'assurer de l'héritage. Ou encore, on avait un marché noir tellement incroyable qu'on pouvait vendre à des prix complètement délirants, ne serait-ce que quelque chose à manger. Donc il va s'occuper de tout ça et il va mettre un terme à toutes ces exactions et tous ces crimes. En 1869, Espinosa tient toujours bon, il est toujours au pouvoir, mais il est très affaibli, il est très mollasson, on ne l'aime pas, il ne fait pas ce qu'il faut, et les gens se rêvent à croire Garcia Moreno président pour une seconde fois. Lui, de son côté, ne va pas faire beaucoup de déclarations, il va se faire un peu oublier, mais à la Société patriotique, dont il faisait partie quand il était plus jeune, va faire un communiqué qui va lui faire changer d'avis. Je vais vous le lire. Après avoir consulté toutes les sociétés provinciales, les personnages les plus autorisés, en un mot la majorité de la nation, présenter la candidature de Garcia Moreno comme une nécessité dans les circonstances présentes, en même temps qu'un témoignage d'estime et de reconnaissance pour les services rendus au pays par cet illustre citoyen. Inutile d'énumérer les bienfaits dont il a comblé la nation durant sa dernière présidence, ni les sacrifices qu'il s'est imposés pour la province d'Ibarra à l'occasion de la catastrophe du 16 août dernier. Ces actes, nous les avons vus de nos yeux et la gratitude les a imprimés dans tous les cœurs. En ouvrant des voies de communication, en appelant des instituts religieux pour régénérer les mœurs sous la douce influence du catholicisme, en multipliant les écoles et les collèges, Garcia Moreno a posé les fondements de notre prospérité. Il est vrai que la calomnie met tout en œuvre pour noircir ce grand patriote, mais nous mépriserons les invectives de ces calomniateurs, inspirés trop souvent par les ressentiments personnels et les fureurs vindicatives des criminels qui la châtiaient. Leur voix s'éteindra comme se dissipe avec le temps l'odeur d'un cadavre en putréfaction. Alors on ne verra plus que les grandes œuvres de Garcia Moreno, monument immortel de son génie et de son patriotisme. Dans le camp d'en face,
On va opérer une fusion, puisqu'on va Montalvo qui est trop païen, Borrero le catholique libéral qui est trop gentil, Carbo qui est trop conspirationniste. On a d'autres personnes qui ne sont pas assez populaires, comme Angulo. On a Espinel qui est beaucoup trop inféodé à Urbina. On a Mestanza qui était un brailleur du Parlement. Alors ils vont décider de mettre de nommer comme candidat Francisco Aguirre. Ceci étant, dans les médias, dans les journaux d'époque, on va même appeler au crime, puisqu'on va dire tout simplement, je cite Montalvo, qu'il sache que nous sommes irrévocablement liés à Don Francisco Aguirre, ou le tyran nous écrasera, ou il mourra de nos mains. Spinoza laisse faire, il ne dit absolument rien, il laisse les gens menacer Garcia Moreno, il laisse un petit peu la révolution se préparer, voire même un coup d'État. Et Garcia Moreno va intervenir à travers un message. Je cite, « Avant la période électorale, le premier je mis en avant, auprès d'un grand nombre de mes amis, la candidature d'un illustre général. Par la suite de leurs hésitations et de son refus, je me désistais, bien décidé cette fois à déserter la lutte. Du reste, en différentes circonstances de ma vie publique, j'ai donné la preuve que je n'aspirais pas au mandat présidentiel. Avant comme après 1865, j'ai dit et répété que, vu l'insuffisance de nos lois pour la répression des hommes du désordre, je me chargerai plus du pouvoir, à moins que des irréconciliables ennemis de l'Église et de la patrie, les partisans d'Urbina, aujourd'hui déguisés en libéraux, ne tentassent une restauration de leur exécrable tyrannie. Or, ce que personne n'aurait cru possible, voilà que cette hypothèse devient une réalité. La candidature de Don Francisco Aguirre, parent, allié et fauteur d'Urbina, candidature appuyée par tous les radicaux, fait pressentir aux moins clairvoyants le retour à bref délai de l'homme néfaste qui ne doit rentrer à l'équateur que pour monter à l'échafaud. Les partisans de Don Francisco Aguirre me forcent donc d'accepter la candidature que daignent m'offrir les conservateurs. Si je reculais devant l'insuffisance des lois pour châtier ces trafiquants de révolution, tout homme loyal et sérieux refuserait comme moi la présidence, et l'Équateur serait perdu. Au peuple et à ses représentants d'écarter cet obstacle en donnant au gouvernement la force de répression dont il a besoin pour défendre la société. Aux complices d'Urbina, aux traîtres de Cuaspud, de Quinche, de Machala, de Santa Rosa, aux pirates de Jambeli, s'unissent aujourd'hui des hommes mus par des vils intérêts ou d'ignobles rancunes, des catholiques soi-disant libéraux, ennemis du concordat et du syllabus, qui ne rougissent pas de marcher sur les brisées des jansénistes, en qualifiant d'ultramontains les vrais enfants de l'Église. Cette monstrueuse fusion, loin de m'arrêter, m'offre un second et puissant motif d'acceptation, car il est évident que mon refus mettrait en péril les plus chers intérêts du peuple. Pour conclure, je dois faire connaître à la nation les principes qui dirigeront ma conduite si elle m'appelle à l'honneur de la gouverner. Respect et protection à l'Église catholique, adhésion inébranlable au Saint-Siège, éducation basée sur la foi et la morale, diffusion de l'enseignement à tous les degrés, achèvement des routes commencées et percement des nouvelles voies, selon les besoins et les ressources du pays. Garantie pour les personnes, les propriétés, le commerce, l'agriculture et l'industrie. Liberté pour tous et pour tout, excepté pour le crime et les criminels. Répression juste, prompte et énergique de la démagogie et de l'anarchie, maintien de nos bonnes relations avec tous nos alliés, promotion aux emplois de tous les citoyens honorables selon leurs mérites et leurs aptitudes. Voilà mon programme. Je veux tout ce qui peut contribuer à faire de l'Équateur un pays moral et libre, riche et vraiment civilisé. Tels sont mes principes, telle sera ma règle de conduite si les suffrages du peuple m'appellent à exercer le pouvoir. Après ce message, on a bien évidemment l'impression que Garcia Moreno va être élu. On donne à peu près, grosso modo, 2/3 des voix à Garcia Moreno, et ce face à une coalition. Alors, les révolutionnaires vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire le chaos. Ils vont encore préparer un coup d'État. Espinoza va être prévenu, un petit peu réprimandé par les personnes du Parti conservateur. Il va être
On va lui demander d'agir et il va se cacher, il ne va pas agir. Il va être pusillanime encore une fois. Alors que se préparait un coup d'État qui remettrait Urbina au pouvoir, eh bien lui ne fait rien, donc il va être pris de court. Garcia Moreno va avoir des informations comme quoi une révolte se prépare dans 2 jours. Alors il va les devancer et il va tout simplement prendre les devants et il va arrêter Espinosa. Alors il ne va pas l'arrêter, mais il va prendre le pouvoir par la force et il va déclarer ceci. Qu'à Riobamba, Cuenca et ailleurs, les démagogues conspirent à ciel ouvert sans que le gouvernement se préoccupe en aucune manière de préserver la patrie d'une révolution sanglante et désastreuse. Vu que le rétablissement de l'humiliant despotisme dont nous a livré la glorieuse révolution du 1er mai 1859 a nécessairement pour conséquence la destruction des principes religieux, moraux, politiques, sans lesquels il n'y a pour la nation ni stabilité ni progrès, que sans égard pour la Constitution, laquelle déclare la religion catholique, apostolique et romaine religion de l'État et oblige les pouvoirs publics à la défendre et à la faire respecter, le président laisse propager d'infâmes pamphlets destinés à miner les fondements du catholicisme. En conséquence de tous ces faits, le ministre de l'Intérieur a donné sa démission, ne voulant pas se faire complice d'une telle politique. Le gouvernement actuel est privé de toute autorité. Don Garcia Gabriel Moreno exercera le pouvoir en qualité de président intérimaire avec toutes les facultés nécessaires pour réorganiser la République, conserver l'ordre à l'intérieur et la paix à l'extérieur. Il va ajouter un petit peu plus tard « Mes chers concitoyens, après avoir fait tous les efforts imaginables auprès du président Espinosa pour sauver la République, menacé de redevenir au premier jour la proie de ses plus irréconciliables ennemis, j'ai dû me mettre à la tête de l'armée pour empêcher une nouvelle effusion de sang et le retour aux horreurs de la guerre civile. À Guayaquil, des agents d'Urbina négociaient avec des traîtres la reddition de la place. Dans les autres villes, on applaudissait en présence des autorités au retour de l'infâme despote. Aveuglé par de perfides suggestions, le président autorisait par sa tolérance cette odieuse conspiration. Patienter plus longtemps c'eût été se rendre responsable des maux qui allaient fondre sur nous et commettre un crime de trahison. J'ai accepté la charge périlleuse de sauver le pays de cette nouvelle conjuration de Catilina, sans autre mobile, je puis le dire, que mon dévouement à la patrie. En preuve de ma sincérité, je promets devant Dieu et devant le peuple, sur ma parole d'honneur toujours inviolée, qu'une fois l'ordre assuré, les institutions réformées, je quitterai le pouvoir pour le remettre aux mains du citoyen que la libre volonté du peuple désignera. Même si j'étais élu, je refuserai la présidence. Dans beaucoup de sociétés conservatrices, dans beaucoup de clubs, dans beaucoup d'associations, on va louer Garcia Moreno. On va même faire une messe, une messe solennelle pour le remercier. Et Garcia Moreno va répondre qu'en se dévouant au salut du pays, il n'avait fait que son devoir, ce qui lui conférait aucun titre de remerciement de ses concitoyens. Notre gratitude doit s'élever jusqu'au ciel, c'est Dieu qui nous a sauvés, avec une promptitude inouïe, des calamités dont nous étions menacés. Donc à Dieu seul amour, louange et gloire.